Kering. Alors, Kering est donné pour mort en date d'aujourd'hui. Très souvent, on a tendance à comparer cette compagnie-là avec Louis Vuitton, etc. Mais je dis, c'est pas le même type d'entreprise. C'est du luxe, certes, ici, et très souvent également, certains disent que ouais, mais ça dépend trop de Gucci, donc ce n'est pas si bon que ça, alors que LVMH, il y a plusieurs marques, etc. Ben, Hermès également, c'est une seule marque, hein. OK? Donc, c'est pas trop une raison également derrière. Tout dépend ici de la façon dont on positionne, la façon dont la marque se positionne ici et les stratégies employées ici pour pouvoir continuer à rendre la marque attractive. Donc, c'est pas aussi facile de vendre je dirais c'est de la vente au détail. Je n'aimerais pas dire que c'est la vente de vêtements, de chaussures, etc. parce que c'est plusieurs choses également derrière. Mais ça reste de la vente au détail. OK, les personnes qui achètent du Kering ici aujourd'hui, ce sont des personnes, c'est la classe moyenne en majorité. OK, c'est la classe moyenne en majorité. Et vous allez voir que ça reste de la consommation discrétionnaire. Il n'y a pas de magie là-dessus. Et si vous regardez bien dans le secteur ici, prenez la consommation discrétionnaire dans son ensemble, regardez toutes les entreprises qui en font partie, vous allez voir que toutes sont en berne en date d'aujourd'hui, en termes d'attente au niveau des bénéfices nets. Parce que quand on parle d'inflation, vous pensez que ces genres de personnes n'ont pas des mortgages, des hypothèques à payer? Enfin, quand je dis ce genre de personnes, c'est vous et moi, en réalité. OK? Quelle est la priorité pour vous, en date d'aujourd'hui, quand on parle d'inflation? Est-ce que c'est acheter une ceinture Gucci ou bien une chaussure Gucci? Ou bien c'est en priorité repayer sa maison parce que les taux d'intérêt augmentent, ça a un impact supplémentaire ici. D'accord? Est-ce que c'est repayer sa voiture ici, si on a un crédit automobile? OK? Est-ce que ces mecs de côté ici, en prévision, pour ces, comment on dit ça? Quand je dis mec de côté ici pour généralement nos enfants, par exemple, est-ce que ce n'est pas plutôt ça la priorité que d'acheter une ceinture ou bien que d'acheter un produit Gucci ou bien une montre? Enfin, après également, il y a des personnes qui sont situées, qui ont à peu près un niveau, en termes de revenus, c'est un peu différent de la moyenne. Mais voilà, comprenez que même ces personnes-là peuvent être affectées par d'autres éléments. OK? Donc, ici, c'est de la consommation discrétionnaire. Et quand on parle de consommation discrétionnaire, on s'attend à un ralentissement. Le ralentissement, tout le monde le mentionne dans le secteur d'activité de manière globale. Parce que c'est un secteur d'activité, il y a des sous-industries. Ici, on est dans la sous-industrie, ici, des produits de luxe, d'accord, et des accessoires. OK? On va se dire ici que ça touche. Enfin, pas de la même manière, hein, parce que certains connaissent juste un ralentissement de la croissance, d'autres connaissent une décroissance en termes de bénéfices nets, etc. Mais ce n'est peut-être pas la première fois, parce que quand vous regardez l'historique de la compagnie, c'est vrai qu'elle a changé entre-temps, hein, attention. 2005, 2008, 2009, de 2012 à 2015, c'est en berne. La pandémie est passée par là, et donc c'est normal. Je dis bien c'est normal. Aujourd'hui, les analystes s'attendent à 23,43 €. Et ça pourrait même encore aller bien plus bas que ça. Parce qu'il y a 3 mois, il y a 6 mois, on s'attendait à du 34 €. Et je suis sûr qu'il y a 7 mois, c'était bien plus que ça. Ou bien il y a 12 mois, c'était bien plus que ça. Donc les attentes des analystes auront tendance à changer. Parce que ça évolue dans le temps. Donc pour ce genre d'entreprise, on achète généralement... Enfin, la façon dont moi je vois les choses, c'est ceci. J'aime acheter une entreprise en me basant déjà sur ce qu'elle a pu produire par le passé, tout en mentionnant qu'il faut aller vérifier quels sont les éléments qui ont permis à ce que l'entreprise génère ce type de bénéfices précédemment. Est-ce que ces éléments-là sont toujours présents aujourd'hui ou bien on a de plus en plus d'informations, enfin pas d'informations, mais on est de plus en plus optimiste par rapport à la croissance ici parce que l'entreprise est en train de le travail qu'elle a bas ici aujourd'hui est meilleur que celui qu'elle a fait précédemment. Donc, les chiffres s'améliorent ou les marges s'améliorent ou bien on réduit les coûts alors parce qu'on automatise ici le business, etc. Ça, je parle de manière générale. Donc, on regarde les éléments en présence qui nous ont permis d'arriver là où on est aujourd'hui. Enfin, prenons cette période aussi comme étant exceptionnelle. On se pose la question, est-ce que ces éléments-là sont présents? Ou bien il y a quelque chose que l'entreprise est en train de mieux faire aujourd'hui par rapport à hier, par exemple. OK? Ça reste de la vente au détail. Et donc, c'est normal, généralement, de se retrouver dans ce genre de situation. Évidemment, on pourrait comparer avec les entités dans le secteur d'activité, hein, enfin, quand je dis nos concurrents, généralement, on pourrait aller voir à peu près avec eux comment est-ce qu'ils se comportent.
Mais comme je dis, pour Kering, ici, il faut regarder généralement les, les zones géographiques où ça se passait très très bien. Qu'est-ce qu'on le management dit aujourd'hui par rapport au ralentissement dans ces zones géographiques-là? Qu'est-ce qu'elle fait pour arranger la situation? Et laissez-moi vous dire que ça ne s'arrange pas du jour au lendemain. Ça peut prendre du temps. Mais ne donnez pas pour mort Kering en date d'aujourd'hui. Évidemment, je pense toujours que c'est pas parce qu'on s'appelle Kering ou bien il y a du Gucci à l'intérieur, parce que les gens tombent amoureux du produit. Ils voient la marque, ça coûte cher et donc techniquement donc les actions également devraient coûter cher. Non, pas du tout. Il faut toujours avoir des barrières quand on achète un truc. Ok? La vente au détail, c'est un business difficile. L'avantage des entreprises comme Kering, c'est parce qu'elles peuvent augmenter les prix tout en maintenant les volumes stables. Donc, elles peuvent toujours renègre de leurs cendres. On va le dire comme ça. Parce qu'elles sont, enfin, en réalité, là, le business n'est pas mort aujourd'hui. OK? C'est un ralentissement. Et donc, même si je regarde du Kering, pour moi, si je veux en acheter, je ne veux même pas qu'elle aille à 36 euros ou bien je ne sais pas à combien. Je veux juste qu'elle puisse rapporter à peu près la moyenne de ce qu'elle a eu sur les 5 dernières années. OK? Juste la moyenne, pas plus que ça. D'accord? Juste la moyenne. Essayez de l'acheter à ce prix-là. Tout en me disant qu'OK, même pas me disant, tout en regardant maintenant le management, d'accord, parce que le management doit être que de 5 étoiles dans ce genre de business-là, est-ce que ce management-là est compétent en date d'aujourd'hui? Quels sont les objectifs qui leur ont été fixés précédemment? Est-ce qu'ils les ont atteints ou bien ils sont revenus avec des excuses? Moi, ici, il faut être très carré avec ces gens-là. OK? Le salaire du management est adossé sur quoi, ce genre d'éléments-là? Est-ce qu'on a des objectifs en termes de performance, au niveau des marges? Au niveau du retour sur les capitaux investis. Parce que j'ai vu ici qu'ils ont fait une acquisition de Creed, qui est un parfum, je n'ai jamais étudié, pareil qu'il est bien, etc. Près de 4 milliards. J'espère au moins que ce business-là rapporte, je ne sais pas moi, disons à peu près, enfin quand je parle de 4 milliards, je veux dire 4 milliards ici, j'espère que si ça ne prend pas en considération la dette, bien sûr, j'espère que ce business-là rapporte au moins une 160 millions en termes de bénéfices nets. Ou bien ils pensent augmenter les marges ici, ainsi que ou bien les volumes en gardant le même prix et atteindre à peu près le 160 millions. De toute façon, je n'ai pas vu à peu près les caractéristiques de ce deal-là. J'ai le chiffre global ici. Mais en termes de bénéfices, ça apporte combien en supplément? Ou bien si l'entité n'est pas rentable, parce qu'il y a des business comme ça qui sont juste en croissance, pas encore rentables, et quand Kering va intégrer ce business-là avec son réseau de distribution, on pourrait à peu près atteindre la rentabilité très rapidement. Donc peut-être que c'est ça la vision du business. Un peu comme avec le rachat de Tiffany's par Bernard Arnault, parce que sur le coup, c'était cher, payé trop cher. Tout le monde, mais les multiples. Mais personne ne se posait la question de savoir... Est-ce que l'entreprise ne va pas plutôt rendre... Est-ce que Tiffany's dans LVMH ne sera pas plus efficiente que Tiffany's individuellement? Et c'est ce qui est arrivé. L'entreprise est devenue plus efficiente et on s'est rendu compte que le multiple de valorisation qui était extrêmement élevé par rapport à ce que Kering rapporte, par rapport à ce que LVMH, que Tiffany's rapporte aujourd'hui au sein de LVMH en termes de bénéfices nets, on va me dire aujourd'hui qu'ils ont clairement... C'est un style, c'est du vol littéralement. D'accord? Ils ont acheté le business à un prix très très bas parce que l'entité Tiffany's ne s'est même pas rendu qu'ils avaient un énorme pricing power. Ok? Donc il y a souvent ces éléments-là à prendre en considération. Et donc, si moi je vais évaluer cette compagnie, sur les 5 dernières années, c'est un business qui a rapporté à peu près 3 milliards. À peu près. En termes de bénéfices, parce qu'en free cash flow, ça paye, voilà, c'est à peu près la même chose. Ok? 3 milliards. Parce que si je vais sur les 10 dernières années, c'est un peu moins que ça. C'est 2 milliards. Donc, est-ce que le management pense rester au moins à ces niveaux, à ce 3 milliards-là en moyenne? Il ne faut pas juste dire oui. Chercher des éléments au niveau des conférences call, etc. Peut-être qu'ici, on a un plan stratégique, on a un objectif à 6 milliards et on voit ici que le management est en train de bien exécuter la stratégie mise en place précédemment. OK? Est-ce qu'il gère bien l'inventaire? C'est une question très importante. Quand on parle d'inventaire, parce que très souvent, on ne parle pas d'inventaire. Hein. L'inventaire, quand on parle de vente au détail ou bien on ne parle pas de... Même vente, quand vous avez un produit physique ici que vous devez vendre pour générer du revenu ici, il faut toujours regarder l'inventaire. Toujours. Je ne vais pas introduire ce concept en date d'aujourd'hui. Okay? Je vous laisse aller vérifier ça de vos côtés.
OK? Donc, si c'est 3 milliards, OK? Et comme je l'ai dit, le 3 milliards, il ne faut pas que je le sorte de ma poche. C'est bien de faire des moyennes, des médianes, etc. Mais il faut retrouver l'information. Peut-être que moi, je prends 3 milliards ici alors que le management est en train de mentionner que, oh, nous, au moins, c'est minimum 2 milliards 500. C'est ce qui m'étonnerait, bien sûr, parce qu'on vise à peu près un business, c'est généralement faire croire que les bénéfices nets année après année. OK? À ce niveau, comme si on prend les bénéfices nets ici, et quand je parle de bénéfices nets, pour moi, je sous-entends free cash flow, sur les 20 dernières années en moyenne, disons même imaginez qu'on était à peu près en... Nous sommes en 2014. La moyenne ici, c'est à peu près combien? C'est 655 millions. OK? Si on prend la moyenne d'aujourd'hui, sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 969 millions. Mais attention, le business a drastiquement changé depuis 2017-2018 par là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? 5 années? 10 années? Qu'est-ce qu'on prend littéralement? Et comme je le dis ici, il ne suffit juste pas de prendre un chiffre tiré de son chapeau parce qu'on a fait une médiane et aller l'appliquer et se dire que c'est ça qui va donner. Non. Il faut des éléments, d'accord, vérifiables. Et où est-ce qu'on va les trouver? Dans les conférences call et ainsi que dans les différents documents publiés par l'entreprise. Mais je vous dirais que par exemple, par rapport à Kering, écoutez les conférences call de Kering ainsi que ceux des concurrents. Parce que si Kering vous mentionne une chose alors que le concurrent dit autre chose, faut prêter attention. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un entre les deux ici qui ne dit pas la vérité. Surtout si on vous parle ici d'une région, on vous dit, OK, non, en Chine, ça va mal parce que ça. Et vous voyez ici un concurrent qui est également très implanté en Chine, qui fait à peu près la même chose. Vous mentionnez que la Chine, c'est plutôt stable. Mais qu'est-ce que Kering a fait en Chine pour se retrouver dans cette situation? Peut-être qu'ici, le produit n'est plus à la mode, ou bien il est trop bling-bling, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ils sont en train d'arranger cette situation en date d'aujourd'hui? Bon, là, maintenant, ça fait appel à un jugement de valeur parce que les produits vendus par Kering ne peuvent peut-être pas vous plaire. Mais ça devient, mais ces produits-là pourraient se vendre comme des petits pains. Donc, il faut faire attention quand on est souvent sur ce genre de business-là. Parce qu'on peut très vite soit tomber amoureux, soit se dire, oh non, je n'aime pas ce qu'ils font. Il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Non. Par exemple, les Crocs. J'ai jamais aimé cette godasse-là. Enfin, ces trucs-là. On va le dire comme ça. Mais tout le monde en porte. Tu les vois partout. Tout le monde les porte. Et moi, je me dis, je souris un tout petit. Je me dis toujours, il faut faire attention ici, parce que j'ai déjà vécu ce genre de période-là avec Michael Kors. Donc, je me sers ici de mon vécu pour toujours rester sceptique quand je vois un produit qui marche, surtout au niveau de la vente au détail, des vêtements, des chaussures, qui marche très bien, subitement. On va le dire comme ça. Quand je dis subitement, voilà, quand tu vois tout le monde porter la même chose, il faut faire attention. Abercrombie, qui marchait très très bien à une époque, revient à la mode aujourd'hui. Vous savez pourquoi Abercrombie fonctionne très bien aujourd'hui? Parce qu'ils font appel à des influenceurs. Leur cible, c'est qui? Les personnes, les adolescents généralement. Ils sont où? Sur TikTok, Instagram. Donc, ils font des deals avec des influenceurs que ces personnes-là suivent et ça fonctionne. Ça fonctionne énormément. Jusqu'à quand? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que vous pensez que j'aurait un regret de ne pas avoir investi sur ce genre de business? Jamais de la vie. Moi, je cherche la stabilité. Et donc, pour Kering, en date d'aujourd'hui, c'est un business qui peut se renouveler. Ils ont des classiques qui peuvent les ressortir à toutes les sauces ici. On peut faire des Gucci, X Nike ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a d'autres marques, Yves Saint Laurent, etc. Donc, je pense, c'est mon avis, que Kering a encore de l'avenir. OK? Donc, même si on se limite à du 3 milliards ici, mais excusez-moi, le 3 milliards, c'est au moins depuis 2018. Ce n'est pas une erreur. OK? Et c'est un business qui a beaucoup changé. D'accord? Et donc, si je prends le 3 milliards en question, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. D'accord? Je le prends en termes de volume, on me demande de payer près de 41 milliards 500. Un business qui pourrait me rapporter aux alentours de 3 milliards. Ça donne combien? On a un rendement sur coût de 7,22%. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et ce rendement-là pourrait être bien plus élevé que ça si la stratégie mise en place ici aujourd'hui se met à fonctionner. Et donc, pour Kering, pour investir sur Kering de manière, disons, avec l'esprit tranquille, le management ici doit vous sembler compétent.
Enfin, il faut que le management ici vous paraisse compétent. Moi, en fait, à ce niveau-là, c'est très subjectif. Donc, il faut regarder l'historique de la personne qui est en place. Quand je parle de management, je ne parle pas des directeurs artistiques ou ce genre de choses-là. Moi, je ne peux pas juger leur travail. Okay? Il y a des choses qu'ils font qui me plaisent et d'autres qui ne me plaisent pas du tout. Donc, j'évite même souvent d'aller voir ce qu'ils font ici. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'augmentation des volumes, la stabilité des marges et la stratégie mise en place au niveau de la distribution pour ce genre d'entreprise. Et quand on a des segments ici qui ne fonctionnent pas bien, bah, vendez-les. Ça sert à rien. Un peu comme ils ont fait avec les Conforama ou je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, Puma, etc. Vous les vendez, vous passez à autre chose. OK? Et moi, je pense qu'ils sont en train de... Enfin, par rapport à ce que j'ai pu lire de manière... que j'ai pu lire rapidement ici, Kering, ils sont en train de faire... ils ont la bonne stratégie présentement. En tout cas, je pense qu'ils font les bons moves en date d'aujourd'hui. Donc, on aimerait que ça fonctionne. Donc, vu qu'on a cet inconnu, parce que si on savait exactement ce que l'entreprise allait faire demain, à quelle date exactement, j'achète des options et je reste tranquille. D'accord? Il y a cet inconnu. C'est pour ça qu'on doit se plonger sur le business. Vous voyez? Les chiffres vont nous aider à commencer, mais pour tenir, il faut comprendre le business. Comment est-ce que ça se passe dans ce secteur d'activité? Comment est-ce que ça évolue? D'accord? On vend pas, c'est pas une boulangerie, on vend pas du pain ici, ça ne se comporte pas de la même façon. OK? Donc, si vous avez du Kering en portefeuille, que vous ayez acheté du Kering, je sais pas moi, à un prix, disons, je prends ça un exemple, je l'ai acheté à 500 € par exemple. Est-ce que ça ne serait pas impossible que Kering revienne à 500 € et plus? Mais ça va dépendre des stratégies mises en place par le management. Et donc, il faut déjà comprendre ce qui nous a permis de générer du 30 € en 2022. Et je pense ici qu'il faut mentionner une chose. Au sortir de la pandémie, beaucoup de personnes avaient de l'argent. Et donc, ils sont mis à dépenser, sans compter ceux qui n'ont pas pu voyager, qui sont mis également à dépenser. Et donc, cette épargne supplémentaire-là diminue, fond comme neige au soleil. Et donc maintenant, on se retrouve dans une situation qui, selon moi, voilà, c'est à peu près au mieux Kering, enfin, on devrait se retrouver à peu près à la situation de 2019, à 25-26 € par là. Et donc on peut accuser un ralentissement en date d'aujourd'hui. Ce n'est pas plus grave que ça. OK? Donc moi, je ne donne pas, pour moi, Kering n'est pas mort du tout. Et en plus, quand on regarde les operating cash flow, ça reste à peu près au même niveau plus haut que ce qu'on a eu en 2018 par là, en termes d'attente. OK? Les marges sont peut-être sous pression ici, mais pourquoi est-ce que les marges sont sous pression? Est-ce qu'on investit beaucoup en marketing? Est-ce le personnel en question, est-ce qu'on a augmenté les salaires? Est-ce que les coûts de production ont augmenté? D'accord? Plus rapidement ici que le prix? Enfin, le price tag que l'entreprise fixe ici pour ses différents produits. Ce sont des éléments à aller regarder. D'accord? Donc, Kering, enfin, comme j'ai mentionné tantôt ici, sur un live, ça m'emmerde un tout petit peu, excusez-moi du terme, de parler de Kering juste au niveau des chiffres. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne vas donc pas regarder les rapports financiers, etc. Eh, les amis, moi aussi, j'ai des compagnies dans mon portefeuille. Et la priorité pour moi, c'est généralement de lire les rapports financiers sur des compagnies qui, moi, m'intéressent. OK, je ne dis pas que Kering n'est pas intéressante, mais j'ai une vingtaine d'entreprises à suivre également pour moi-même. Il faut que je fasse également ce travail-là. Et donc, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Ce n'est pas genre, je vais attendre que quelqu'un fasse ça pour moi. Donc, faites-le vous-même. Posez des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous allez comprendre. Comment est-ce qu'on distribue le produit? Quelles sont la géographie d'opération? Quelle est la région la plus croissante sur les dernières années? Qu'est-ce qui a poussé l'entreprise? Quels sont les éléments qui ont fait à ce que l'entreprise se retrouve dans une situation, se retrouve en croissance dans telle ou telle région? Et pourquoi est-ce que cette région est en plein ralentissement en date d'aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que le produit n'est plus attractif et donc peut-être on n'est plus à la mode? Donc ça, la mode se démode et ce qui est démodé revient à la mode. D'accord? Ce qui était démodé revient à la mode, on va le dire comme ça. Donc, c'est un éternel recommencement à ce niveau-là. Donc, c'est leur travail de remettre au goût du jour les produits de la compagnie. Ce n'est pas notre travail. Et nous, on regarde les chiffres, on regarde comment est-ce qu'on va... Enfin, on regarde la stratégie mise en place
On check l'augmentation des volumes, on check le pricing, d'accord? Et on essaie de se faire un avis. OK? Moi, mon rôle n'est pas aller de voir si la collection de cette année est bonne ou quoi que ce soit. Je ne pourrais même pas. Ça ne sera pas objectif, littéralement. Et si c'est trop difficile, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en considération ici. Comme moi, je ne sais pas, les goûts des consommateurs, c'est eux qui savent les anticiper ici. Bah, vous recherchez des alternatives. Peut-être ici, bah, je n'aime pas la vente au détail. Bah, j'achète du Visa et Mastercard. Ils vont acheter, de toutes les façons, ils vont acheter à crédit. Les volumes de paiement vont augmenter. Et les networks comme Visa et Mastercard vont bien se comporter. Voilà, c'est tout. OK? Et puis également, vu qu'on a cet inconnu-là, je peux jouer, je peux essayer je peux investir, mais en mettant une toute petite partie de mon portefeuille dessus. Pas une énorme partie non plus. Parce qu'il y a cet inconnu qui est là. Et quand on investit à long terme, je vous dis, le long terme, ce n'est pas 2 ans, 1 an, un trimestre. C'est 3, 4, 5 ans. Et donc, la décision d'achat que vous prenez aujourd'hui, OK, aura des répercussions, soit positives, enfin, vous devez la juger sur 2, 3 années. OK? Maintenant, pour quelqu'un qui investit sur Kering à 600 euros, je ne sais pas combien, ça, voilà. Je ne peux pas vous dire qu'on va revenir à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce que l'entreprise a déjà pu produire par le passé. Et si elle reste au moins à ce niveau-là, 3 milliards ici, c'est le chiffre que moi j'ai, enfin, en prenant la médiane. Et le 3 milliards en question, quand je vais dans les rapports financiers, quand je vais regarder le salaire du management, je vois à peu près sur quoi on adosse ce salaire-là. Est-ce qu'il y a des objectifs en termes de revenus, de marge? Et je pourrais également me faire un avis par rapport à ça. Je regarde également le secteur d'activité de manière générale. Est-ce que Kering se positionne bien par rapport à la stratégie de distribution? Parce que la distribution est très importante ici. Quand vous vendez du luxe, il faut contrôler la chaîne d'approvisionnement. Donc, la chaîne, enfin, il faut être verticalement intégré. Au maximum, on va le dire comme ça. OK? Je vous ai toujours raconté l'histoire du rachat de Ray-Ban par Essilor Luxottica. Allez regarder. Je parle toujours de cette histoire-là. Parce qu'en fait, ça peut s'appliquer à du LVMH, à du Kering aujourd'hui. Ray-Ban se vendait dans n'importe quel magasin. Or, on a coupé toute la distribution. On a repositionné la distribution ici dans des magasins spécialisés. Et on a augmenté les prix. Point. Et l'entreprise, c'est pas comme si elle avait c'est parce qu'elle avait des marques iconiques. C'est ce qui a permis à l'entreprise à Ray-Ban aujourd'hui d'être à peu près une marque extrêmement forte du point de vue, déjà, en termes de branding, c'était déjà assez fort, mais en termes de revenus, de marge, ce n'était pas trop ça. Mais aujourd'hui, si vous allez dans un magasin, vous voulez acheter une paire de lunettes, une monture, par exemple, Ray-Ban, c'est pas $0. Hein. C'est pas, enfin, le prix est assez conséquent. OK? Donc, parfois, il faut savoir repositionner la marque. Et quand on repositionne une marque, ça peut prendre du temps. OK? Si ça vous semble trop compliqué, ce que je suis en train de vous dire, parce que parfois les gens vont me dire, ouais, mais Thierry, c'est trop d'informations. Comment est-ce qu'on peut réellement arriver à avoir un avis sur le business? Bah, en réalité, personne ne vous force à investir sur du Kering. Si c'est trop compliqué, regardez ailleurs. Comme je l'ai dit, il y a toujours une alternative. Si Kering me semble compliqué, bah, j'irai chercher, je ne sais pas moi, comme je l'ai mentionné tantôt, Visa et Mastercard. Point. OK? Donc, si on doit l'évaluer, parce que cette évaluation aura tendance à changer mois après mois, et vous pouvez regarder les anciennes ici. Ça, je dis toujours, lisez vos rapports financiers, parce que les chiffres, pour moi, c'est, voilà, je dirais même, avant, je dis, c'est 50% du travail. En réalité, même, plus on monte en compétences, plus on se rend compte que ces chiffres-là, c'est, voilà, je dirais même qu'on descend un tout petit peu à 30-40% par là. OK? Le management également, la compétence du management doit également être prise en considération et c'est très subjectif. La compréhension même du business model, la taille du marché, etc. Ce genre de choses-là, c'est également une grosse partie de l'analyse fondamentale. Donc, le compte de résultats, bilan, tout ça, on commence avec, mais pour tenir à long terme, il faut aller au-delà. Je dis bien au-delà.
C'est ce qui vous permet ici, enfin, quand je dis permet, c'est ce qui nous permettait, par exemple, pendant qu'on parlait de méta, d'être assez serein, malgré tout ce qu'on pouvait dire au-dessus, à côté. Il y a également d'autres business pareils, par exemple, quand on parle de... Enfin, je ne vais pas donner tous ces exemples ici. Bref, on va faire simple. On a une évaluation simple ici. C'est un business qui pourrait s'échanger à peu près à 20 fois les bénéfices. Au minimum, c'est regardez les marges, ça met 20 fois les bénéfices. Ça fait 60 milliards. 60 milliards moins la dette nette. C'est une entreprise qui a à peu près 14 milliards de dette nette. Donc 14 milliards et 60 moins 14, ça fait à peu près 46. Divisé par le nombre d'actions. En date d'aujourd'hui, on a combien d'actions? On a à peu près 123,4. Disons, je vais mettre ici 124 divisé par 0.124. On va le laisser comme ça. Ça donne à peu près 370 $. Quelles sont les hypothèses que j'ai prises en considération? Vous les avez. Ces hypothèses-là peuvent être bien plus positives que ça dans le futur. Mais rappelez-vous d'une chose, si l'entreprise génère 3 milliards de bénéfices nets, en termes de volume, ça veut dire ici que on s'attend à du 24. On voudrait avoir au moins 24,50 € par an, année après année. OK? Même pas plus que ça, juste 24 €. Combien de fois on a eu du 24 € ici? Bon, je vais prendre en considération 2018, on n'était pas loin, 1,70 € de différence. 1, 2, 3, 4, 5. Exactement les 5 dernières années. Et donc, on doit vérifier, est-ce que ces 5 dernières années-là, qu'est-ce qui nous a poussé à avoir ce type de revenus sur les 5 dernières années? Histoire de se projeter dans le futur. Et en réalité, si je ne considère pas Kering comme étant sous-évalué, surévalué en date d'aujourd'hui. Ça peut être un prix intéressant. Mais comme je dis, le prix est intéressant depuis les 400. OK? Depuis les 400, le prix est intéressant. Pourtant, les bénéfices sont de moins en moins... les bénéfices net attendus sont de moins en moins élevés pour les mois à venir. Et donc, on doit se plonger sur le problème présentement et avoir un avis sur la durabilité de ce problème-là. Enfin, quand je dis durabilité, je ne parle pas du sens, ça va durer 3 mois, 5 mois. Non. Est-ce qu'il est temporaire ou durable? Si on me parle d'inflation, moi, c'est un problème temporaire. Si c'est une question de marque, voilà, dépendamment de l'historique de Kering, ça ne c'est pas la première fois que ça arrive. OK? Donc, on doit remettre au goût du jour le produit. C'est un éternel recommencement. C'est comme ça que ça se passe dans ce secteur d'activité-là. OK? Et donc, en termes de pondération de mon portefeuille, je n'irai pas... Kering n'ira premièrement pas à 5% de mon portefeuille. Ça, c'est une certitude. On va avoir tendance à garder au max peut-être même 3%. Et encore. OK? Parce que la vente au détail, c'est un business, c'est très complexe pour moi. Ça, c'est un truc qui m'a... Enfin, si on vend des produits comme pour la construction, la rénovation, etc., j'aime bien, mais quand ça commence à parler de vêtements, montres, vêtements, accessoires, ça peut changer très rapidement. Parce qu'on n'est jamais à l'abri ici d'un effet de mode. OK? Donc, c'était assez long. Trop bavardage, 30 de minutes ici. Je sais que parmi vous, d'aucuns cherchaient « ça vaut combien ?» Mais voilà, retenez que ce n'est pas le plus important. D'accord? Le plus important ici, c'est ce qu'il y a au-delà des chiffres. Le plus important, c'est déjà de comprendre la stratégie mise en place. Il faut qu'elle vous parle. Et si elle ne vous parle pas, passez à autre chose. Vous avez le droit. Et ça, avec aucun regret. Il ne faut pas acheter du Kering parce que c'est du luxe, ou bien parce que vous aimez Gucci, ou bien Yves Saint Laurent. Et il ne faut pas non plus se détourner de Kering parce que vous dites c'est un produit monomarque. Il y en a plein des produits monomarques qui fonctionnent très bien. Moncler, Burberry dans une certaine mesure également, qui également accuse un ralentissement. OK? Vous avez également des produits comme Hermès, même si on est situé à un autre niveau. Mais voilà. Vous avez du Dior également. Il faut faire attention. En tout cas, ce n'est que mon avis, quantitatif, bien sûr. Je rappelle ici que la lecture des rapports financiers est toujours recommandée. Si vous avez du Kering, je pense bien, pour moi, dépendamment de la pondération dans votre portefeuille, personnellement, si vous avez du Kering aux alentours, si Kering représente à peu près moins de 5% de votre portefeuille et qu'on est, disons, en dessous de 3% par là et que vous l'avez acheté aux alentours de 500 €, il y a de grandes chances que vous puissiez au moins récupérer vos capital de départ.
Ça ne va pas prendre 1 an, ni 2 ans. OK? Enfin, moi, je ne sais pas combien de temps ça va prendre non plus, mais le business en lui-même, il y a de grandes chances qu'il revienne à 3 milliards. Et si c'est le cas, vous pouvez récupérer votre somme de départ. Peut-être même bien plus que ça. OK? Du point de vue dividende, bon, on va se dire ici qu'il est safe. Il y a de grandes chances qu'il reste. Il y a de grandes chances que l'entreprise continue à reverser ce dividende-là, malgré la situation actuelle. Hein. OK? Donc, maintenant, il faut regarder la dette, le positionnement de la dette dans le temps, etc. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. En description de la vidéo, est-ce que Kering mériterait avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Moi, je mettrais Kering dans la watchlist. Je mettrais le target ici à 311 dollars. Euros. Excusez-moi, je parle euros, dollars, etc. Donc, 311 euros, c'est ce que moi je mettrais dans mon portefeuille. Enfin, pas dans le portefeuille, mais dans la watchlist pour Kering. Et donc, ça va apparaître comme étant sous-évalué en date d'aujourd'hui. Et donc, si vous avez accès à la watchlist, vous pourrez, boum, Kering est sous-évalué. Oh, Thierry a fait une vidéo dessus. Quels sont les arguments qu'il a balancés quantitativement, bien sûr, en priorité. Et je me fais mon propre avis derrière. D'accord? Si c'est 370 dollars, quelle est l'hypothèse derrière? L'hypothèse quantitative, parce qu'il faut également soutenir cette hypothèse-là avec des éléments qualitatifs. Et après, maintenant, je peux comprendre que certains parmi vous, vous allez vous dire, oh, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir toutes ces informations-là? Comment est-ce qu'on fait pour lire les rapports financiers, etc. Vous pouvez réserver un appel, d'accord, en description de la vidéo, et on en parle, d'accord? Vous avez également, comme je l'ai dit, les services top premium. Vous pouvez avoir accès à la watchlist et plus d'autres éléments ici, d'accord, parmi les 4 niveaux. OK? Donc, entre-temps, tenez bon, les amis. C'est ce qu'on appelle investir. Le long terme, ce n'est pas 3 jours, ni 1 mois, ni depuis 2022. D'accord? C'est à ça que ça ressemble. Ce n'est pas la première fois que Kering subit ce genre de baisse-là. Ça ne sera pas non plus la dernière fois. On aimerait en tant qu'investisseur ne pas avoir à vivre ce genre de période-là. Mais en fait, en réalité, c'est la majeure partie du temps d'un investisseur ressemble à ça. Ce n'est pas une ligne droite. D'accord? Donc, calmez-vous. OK? Remettez les choses en perspective. Réfléchissez en termes de rendement. OK? Réfléchissez toujours en termes de rendement. Est-ce que vous pensez réellement que Kering va mourir du jour au lendemain? Moi, je ne pense pas. Et je continue à penser que Kering va revenir au moins aux alentours. Voilà, on peut revenir au-dessus des 400 euros par là. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. OK? Mais avant de mettre 1 dollar, je dois lire mes rapports financiers, écouter les conférences call. Et si c'est trop compliqué, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Je ne sais pas si ce que j'ai raconté ici va servir à qui que ce soit. OK? Mais voilà, c'est l'avis que moi j'ai sur Kering en date d'aujourd'hui. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, les amis. Portez-vous bien et surtout, tenez le coup. Enfin, tenez le coup. C'est ce qu'on appelle investir à long terme.